Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Vous êtes politologue, évidemment spécialiste de l'histoire de la Ve République. Vous aviez publié Le goût de la politique, l'observateur passionné que vous êtes de cette vie politique française chez Odile Jacob. Et là, il y a un événement, la disparition de Jean-Marie Le Pen. Alors, on pouvait se dire que le leader d'extrême droite, disparaissant à 96 ans, n'étant plus en activité, n'ayant jamais réellement exercé le pouvoir, ne susciterait pas ce qui est en train de se passer, les réactions que l'on voit aujourd'hui. Et oui, mais indépendamment de cela, Jean-Marie Le Pen a été le phénomène politique, presque des 50 dernières années en France. Pourquoi ? Parce qu'il est passé de l'anonymat total. Souvenons-nous, il se présente en 1974 à l'élection présidentielle, il fait 0,7%. Et aujourd'hui, le RN, c'est le premier parti de France. Oui. C'est-à-dire en quelques décennies, c'est l'homme qui a fait passer de l'anonymat total au statut de premier parti, le Front National, devenu, avec sa fille, Rassemblement National. On a, en un temps aussi bref, dans l'histoire politique française, on n'a aucun équivalent. C'est un homme qui a accouché d'un mouvement politique qui partait de rien, tout à fait impressionnant. Là, on voyait, je vous disais, Pascal Perrineau, à l'instant, on voyait des images de ces manifestations qui ont eu lieu dans les rues de Paris, notamment Place de la République, de joie à la mort de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est la joie de qui ? C'est la joie de quelques militants d'extrême gauche. Le NPA, le parti d'Olivier Besancenot, avait appelé, en effet, ces militants à se réunir, et ils l'ont fait à Marseille, c'est choquant, à Paris. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Oh, écoutez, se réjouir de la mort même d'un ennemi, c'est assez choquant. Je crois qu'on peut... Il y a un moment du deuil, et même lorsqu'on enterre son meilleur ennemi, et c'était le cas pour l'extrême gauche vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen, on observe une certaine retenue. Ces jeunes n'ont pas décidé d'observer cette retenue, c'est leur affaire. Oui, mais vous le disiez, réaction internationale, voici la une de Libé. La une de Libé, c'est Maréchal le voilà, avec cette photo qui fait penser à des photos de leaders d'extrême droite, ou même quasiment fascistes, le Parisien. Alors, au-delà même des frontières, il y a des réactions. C'est ça qui est étonnant, et c'est peut-être ça qui m'a le plus étonné depuis la mort de Jean-Marie Le Pen. Étant spécialiste de la droite extrême française, j'ai été contacté par toutes les radios du monde, et là je n'en revenais pas. La NHK japonaise, la National Public Radio américaine, Radio-Canada, vous voyez, on a l'impression que véritablement la très longue histoire politique du père de Marine Le Pen a laissé une trace extrêmement forte. Alors pourquoi ? C'est parce que c'est peut-être l'homme, certes, il venait de l'extrême droite avec, on connaît ce nationalisme d'extrême droite français dans lequel il y a toujours eu, depuis la fin du 19e siècle, une composante antisémite, mais le succès est venu pour d'autres raisons. C'est le Jean-Marie Le Pen qui a, avec l'intuition qui était la sienne, qu'a su adapter son mouvement à de grandes questions qui traversent la société française et qui n'avaient pas été prises au sérieux par la droite et par la gauche. Je pense à la question de la mondialisation, bien sûr, à la question de l'immigration, qui a partie liée d'ailleurs avec la globalisation, et à la question de l'insécurité. Et c'est autour de ça qu'il a fait démarrer une dynamique qui est devenue irréversible. Il est passé de 10% à presque 20%, puis jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002. Tour de l'élection en 2002. Et à partir de ce moment-là, un interdit tombe. C'était l'interdit vis-à-vis de cette extrême droite accusée de tous les maux à la suite de l'attitude qu'elle avait eue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et accusée aussi de Jean-Marie Le Pen par rapport à ses phrases, à ses polémiques et aux sur les chambres à gaz. Voilà, une nombreuses condamnations qu'il avait connues sur ce sujet. Mais c'était un homme qui existait sur deux registres. Il existait parce qu'il jouissait presque d'être celui par lequel le scandale arrive. Moi, ça m'a toujours frappé. Ce qui choquait tout le monde, ce qui nous choquait dans ces dérapages parfois du plus mauvais goût, lui, ça ne le choquait pas du tout. Et c'était un moyen d'exister politiquement. C'était peut-être pas des dérapages, c'était des dérapages semi-contrôlés. Oui. Mais il me fait penser de temps en temps... Il le pensait peut-être. C'était peut-être un Trump avant l'heure. Vous voyez, comme Trump, de temps en temps, balance des énormités. Vous voyez, en ce moment, je récupérais le Groenland éventuellement par la force. Même chose pour le canal de Panama. Mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces dérapages ? Ça n'est pas sérieux. Eh bien, on se disait parfois cela également pour Jean-Marie Le Pen, mais c'était une manière pour lui d'exister. Le pouvoir en tant que tel
ne l'intéressait pas au premier plan. En revanche, avec sa fille, ça a changé. Oui. Et sa fille a cherché à dédiaboliser. Oui, parce que ça faisait, il y avait ce qu'on appelait un bien sûr. plafond Bien de sûr. verre. Bien sûr. Et l'arc républicain face à, justement, par rapport aux outrances de Jean-Marie Le Pen. Et les outrances ont disparu avec le passage de relais en 2011 entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. Et sa fille, depuis la présidentielle de 2012, puis 2017, puis 2024, n'a cessé d'accroître la pelote électorale du Rassemblement national pour en faire aujourd'hui la première force politique française. Et pour la première fois, mais dans l'histoire française, on parle de la possibilité pour un tel type de courant, eh bien oui, d'emporter la prochaine élection présidentielle. Oui, mais alors, l'héritage de Jean-Marie Le Pen, là, aujourd'hui disparu. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, d'une certaine manière, la parole provocante, même du vieil homme qui avait quitté largement la vie politique, mais qui revenait en lançant une saillie verbale insupportable, qui a provoqué d'ailleurs en 2015 l'exclusion du père Le Pen par la fille Le Pen. Il fallait qu'il ait chargé la barque. Si vous voulez, ces saillies, c'est terminé. Avec sa mort, s'en va ce côté diable de la République. On parlait souvent de lui en disant c'est un véritable diable de la République. Là, plus personne ne peut jouer ce rôle de diable de la République, mais il faut faire attention à la personnalité diabolique. Un diable, c'est en effet le vecteur de pulsions extrêmement négatives, mais un diable aussi, ça fascine. Et le côté un peu diabolique de Jean-Marie Le Pen pouvait fasciner une partie de l'électorat. Sa fille, elle joue tout à fait sur un autre registre. Mais elle continuera de s'appeler Le Pen. Et elle ça, continue. C'est un nom et c'est presque une marque. C'est devenu une marque. Et elle a déclaré déjà qu'elle voulait assumer toute l'histoire de ce qu'était le Front National devenu le Rassemblement National. Bien sûr. Alors, vous parlez de Marc Le Pen, vous avez raison. Un des succès de Jean-Marie Le Pen, c'est le seul, au fond, dans l'après-guerre, qui impose une marque liée à son patronyme. Jean-Marie Le Pen, puis ensuite les 3 sœurs Le Pen, parmi lesquelles il y a Marine Le Pen, et puis ensuite la petite fille Marion Maréchal Le Pen, qui, ça c'est important, vient, il y a quelques années, d'enlever le patronyme Le Pen. C'est un boulet un peu quand même, ce patronyme. Comme quoi, on a vu au fond ces femmes, les sœurs Le Pen, la petite fille Le Pen, ont vu tout l'avantage qu'elles avaient à tirer de la pugnacité politique du père, et puis après elles en ont découvert les inconvénients, le fameux plafond de verre. Le fait qu'à force de faire trop scandale, on fait peur. Et Jean-Marie Le Pen pouvait faire peur. Aujourd'hui, vous savez, quand vous regardez les enquêtes d'opinion et que vous posez la question très simple, parmi ces leaders politiques, quel est celui qui vous fait le plus peur? Eh bien, il n'y a plus Marine Le Pen. C'est Jean-Luc Mélenchon c'est un peu qui aujourd'hui fait le plus certains peur. disent c'est un peu l'héritage. La façon dans le tribun, et y compris dans les outrances, la façon d'aller au D'une clash, certaine manière, oui. bordéliser la vie politique. De bordéliser. Vous savez, Claude Chabrol, qui était un proche de Jean-Marie Le Pen dans sa jeunesse, ils étaient au quartier latin ensemble, et ils buvaient surtout des coups ensemble, il définissait assez bien Jean-Marie Le Pen. Il disait, Jean-Marie Le Pen, ce qui l'intéresse, c'est de foutre la M et 5 petits points. Oui. C'était son objectif. Et autour de cette figure, de l'homme politique par lequel le scandale arrive, il a attiré des gens à lui. Mais il en a aussi pas mal repoussé. Mais ce maintenant, qui arrive pour Jean-Luc Mélenchon aussi. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas. Regardez ses propos extrêmement provocants sur ce qui se passe en Israël, ses propos ambigus sur la population juive, sur le CRIF en France, etc. Bon, ce sont des propos qui sont limites, d'ailleurs qui ont une proximité avec les propos de Jean-Marie Le Pen. Il joue sur ce même terrain de l'antisémitisme. Et quand on est un historien des idées, on sait très bien qu'il y a un antisémitisme de droite, mais il y a aussi un antisémitisme de gauche. Oui. Alors Jean-Marie Le Pen, il vient, d'abord c'est un pupille de la nation, il vient d'un milieu populaire, de père pêcheur qui va disparaître tôt, il va s'engager en Indochine et puis en Algérie. Tout à fait. C'est là, au fond, d'abord, il est accusé aussi d'avoir torturé pendant la guerre d'Algérie. Tout à fait. Là, on est dans le fondement de ce qu'est cet homme. En effet. Départ. C'était un homme qui avait fait des études assez courtes. Il a fait des études de droit. Il a repris, d'ailleurs, après, à 30-40 ans, des études pour essayer de rentrer, j'allais dire, dans le monde sérieux, de devenir avocat. Il ne le sera jamais. C'est sa fille qui le deviendra. C'est un homme qui avait été formé dans le secondaire par les pères jésuites, ce qui explique l'aisance verbale qu'il avait, sa capacité discursive. C'était
un orateur qui était assez étonnant, Jean-Marie Le Pen, mais c'était aussi, et ça c'est le côté obscur de Jean-Marie Le Pen, il y avait le côté obscur de la force. C'était une force en tant que telle. On le voit avec son bandeau, là, voilà, pirate. avec son bandeau. Son œil borgne. Il avait un langage parfois qui était un langage d'une grande crudité, mais il a créé en effet une des principales forces politiques françaises, la principale force politique française aujourd'hui, mais cette force avait un côté obscur, c'est-à-dire cette espèce de xénophobie, de racisme qui émaillait ses discours, nous faisait découvrir l'envers du décor, c'est-à-dire un homme qui n'avait pas d'adversaire, il avait essentiellement des ennemis. Oui. Hein. Et les ennemis, vous voyez, les adversaires, on peut négocier avec, les ennemis, on cherche à les abattre. Oui. Alors, il ne fait pas beaucoup de voix à ce moment-là, pendant des années, mais il y a un jour un président, qui est François Mitterrand, qui va intervenir auprès des télévisions pour dire « recevez-le davantage », qui va imposer sa présence dans la fameuse émission « L'heure de vérité », par exemple, qui va tout déclencher. Voilà. Le cynisme mitterrandien va agir. Pourquoi ? Parce que Mitterrand, dans ces années, on est dans les années 83, 82-83, Mitterrand se rend bien compte que la gauche, une fois au pouvoir, eh bien, voilà, c'est les fameux déçus du socialisme, les gens quittent la gauche. Et il se dit, si je veux empêcher le retour de la droite, il faut que je lance dans les chevilles de la droite pour essayer de casser sa course, il faut que je lance Jean-Marie Le Pen. Et il va demander à ce que tous les courants minoritaires, dont Jean-Marie Le Pen, soient invités dans les grandes émissions, et en particulier... Pour affaiblir la droite. Pour affaiblir la droite. Oui. Et il y arrivera presque. Puisqu'en 1986, la droite gagne aux législatives, mais d'une très courte avancée, et c'est l'entrée de Jean-Marie Le Pen à la tête d'un groupe parlementaire, pour la première fois, du Front National à l'Assemblée nationale. Oui, mais quelle était la vérité sur ces relations, par exemple, entre Jean-Marie Le Pen et François Mitterrand ? On pourrait dire qu'ils avaient tous deux été pétainistes. François Mitterrand est décoré par Maréchal Pétain. Si vous voulez, ils se voyaient secrètement, dit-on. Paradoxalement, ce n'est pas le cas de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen était encore un tout jeune homme au moment de l'État de Vichy et du Maréchal Pétain. Et même à 15-16 ans, lors de la libération de la France, il cherche à intégrer les maquis du FFI. Il est trop jeune, on le rejetera, etc. Et les ambiguïtés étaient plutôt à cette époque du côté de François Mitterrand que du côté de Jean-Marie Le Pen. Mais ensuite, c'est un homme qui, en particulier dans les combats de l'Algérie française, va être porteur d'un nationalisme intransigeant, en disant, voilà, il faut que la France reste une grande puissance coloniale. Il va aller se battre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des propos de prétoire ou des propos d'Assemblée nationale. Il va aller se battre ou tenter de se battre en Indochine ou le garde des Sceaux s'appelle François Mitterrand. Voilà, et en Algérie. Hein. Donc, en effet, on voit bien que c'est ce combat-là qui va motiver son retour à la politique et son élection comme plus jeune député sous la 4e République. En 1956, à 28 ans, il devient le plus jeune député de l'Assemblée nationale parmi les effectifs de Pierre Poujade, le fameux groupe poujadiste. Et puis il sera réélu en 1958 sous l'étiquette CENI, c'est-à-dire sur une étiquette de droite classique, et il sera battu en 1962 autour de la fameuse réforme du mode de scrutin pour l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et au fond, à partir de 62, c'est aussi l'indépendance de l'Algérie. On peut avoir l'impression que la question coloniale et nationale est réglée et que c'est la fin pour l'extrême droite de type nationaliste. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen en tire les conséquences. Il quitte peu à peu le monde politique, presque. Il va créer une petite entreprise de disques, de chants politiques. Et puis, il faudra attendre le début des années 80 pour qu'il réapparaisse, mais sur des problèmes de société. Et c'est là où l'intuition lepéniste, le métier de cet homme qui avait ferraillé pendant des années dans la politique, va s'imposer, parce qu'il va se dire, voilà, dans la société française, qui est une société qui connaît une ouverture phénoménale, il y a des enjeux qui ne sont pas pris en charge de manière sérieuse par la droite et par la gauche, la globalisation, la sécurité, l'immigration. Je vais m'en faire le porte-parole. Et à ce moment-là, il rencontre l'opinion française. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire, à sa mort, que le lepénisme est mort ? Je ne dirais pas ça. Le lepénisme personnalisé est mort, oui.
Hein. Comme il disait, on finit tous entre quatre planches. Ben oui, il est aujourd'hui entre quatre planches et les siens vont le porter en terre samedi prochain dans la ville qu'il avait vu naître, la Trinité-sur-Mer. Et d'ailleurs, il a demandé, je crois, on verra si c'est fait samedi, à ce qu'on épitaphe sur sa tombe, ça soit simplement Jean-Marie, sans Le Pen, puisque ça sera dans le caveau des Le Pen. Hein. Jean-Marie. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence à s'effacer de ce lepénisme personnalisé. Mais ce qu'il a inventé, c'est-à-dire la résurgence d'un nationalisme, la capacité à se mettre à l'avant-garde des angoisses que suscite la société ouverte, la globalisation, la désindustrialisation, etc. Ça, c'est lui qui l'a inventé quelque part, et ça va perdurer. Oui. Et quelque part, c'est un des premiers leaders populistes. Ce qui fait, on parlait tout à l'heure de son succès aujourd'hui médiatique dans le monde entier, tout le monde parle de la mort. L'annonce de sa mort. Hein, ce qui est assez étonnant. Alors qu'il n'exerçait aucune responsabilité, bien sûr. 96 ans. Pourquoi cette espèce d'écho, qui moi-même m'a surpris. Pourquoi cette espèce d'écho? C'est parce qu'au fond, avant l'heure, c'est un des premiers grands leaders populistes. Hein. Il annonce tous ceux qui vont venir par la suite, Jörg Haider en Autriche, Trump aux États-Unis, Javier Milei en Argentine. Il annonce tous ces grands leaders populistes qui, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, sont arrivés au pouvoir. Oui, hein? Et que va faire Marine Le Pen de cet héritage? Alors, Marine Le Pen, d'une certaine manière, certainement, elle doit être très affectée par la mort de cet homme qui a joué un rôle tellement crucial dans l'histoire de la famille et l'histoire de ses filles. Ses 3 filles sont au Rassemblement national. Il les a complètement impliquées dans son aventure politique. Donc, une fois le temps du deuil passé, Marine Le Pen peut voir, je ne dis ça avec aucun cynisme, mais peut voir un certain avantage à ne plus être perturbée par la présence un peu scandaleuse parfois de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, on va rentrer dans une période donc de long silence. Elle va pouvoir mieux épanouir, j'allais dire, sa propre existence politique, son propre discours à elle. Et différent de celui de son père, vraiment. Parce qu'on dit parfois, on a changé de nom, mais c'est la même chose. Non, on a plus que changé de nom. On voit bien, par exemple, que sur quelque chose de tout à fait décisif, qui était l'antisémitisme de son père, on ne peut pas prendre en faute Marine Le Pen sur la question de l'antisémitisme. Donc, ça n'est pas la réplique de son père. Heureusement, d'une génération à l'autre, les gens ont leur propre liberté qu'ils exercent. Marine Le Pen comme les autres. Oui, aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen ferme une page de la vie politique française. Oui, il ferme une page. Vous vous rendez compte, c'est le dernier monstre de la vie politique française né dans l'entre-deux-guerres. Il était né en 1928. Il disparaît à l'âge de 96 ans, c'est le dernier. Après lui, tous les hommes politiques qui sont encore aujourd'hui au devant de la scène sont nés dans les années 60, 70, 80. Vous voyez, hein, notre actuel président, François Hollande, tous, sans exception. Hein, c'est le dernier homme politique qui avait connu toute la 4e République et toute la 5e République qui disparaît. Une page extrêmement lourde se tourne et un style aussi peut-être de faire de la politique qui se tourne. Et l'homme? Un mot sur l'homme que vous avez dû rencontrer. L'homme, oui, que j'ai rencontré. Oui. L'homme était un homme complexe, beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire. Il y avait cette part presque de sale gosse, d'homme qui aimait choquer. Mais il y avait aussi cet homme qui était un fin analyste de la vie politique, qui était passionné par la République parlementaire. J'avais fait un très long interview avec lui sur la 4e et la 5e République, et il m'avait étonné par sa connaissance de la vie parlementaire. Et puis, de temps en temps, il y avait une faille dans son discours. Tout d'un coup, son visage s'assombrissait, et c'était l'homme porteur de haine parfois extrêmement obscure, qui arrivait au premier plan. Et en particulier, cette obsession de l'antisémitisme, mais qui, quelque part, le dépassait, parce qu'elle appartient, hélas, à ce très vieux courant du nationalisme d'extrême droite qui était apparu en France, qui est un nationalisme de rétraction, qui était apparu en France à la fin du 19e, qui s'était développé énormément avec Charles Maurras dans l'entre-deux-guerres, et qui a connu ensuite des hoquets dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Et Jean-Marie Le Pen, avec cette obsession de l'antisémitisme, a été un de ces hoquets. Merci.
Pascal Perrineau a publié Le goût de la politique. Et on le voit encore vraiment là, c'est chez Odile Jacob, formidable récit très personnel sur le parcours de Pascal Perrineau. Merci beaucoup d'être Merci à vous sur ce plateau. Merci.